Merci Amine. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être là pour partager des insights sur comment développer et comment piloter une vision et comment l'intégration dans vos stratégies de croissance permet de réaliser de meilleures performances marques, de meilleures publicités et de meilleures innovations. Alors, ce système de pensée a été vulgarisé par le psychologue et prix Nobel Daniel Kahneman à travers son best-seller Thinking Fast and Slow. Et je vous ai mis ici quelques références très intéressantes à lire. Alors, pour démarrer, il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde scientifique s'accorde sur le fait que la plus grande majorité de nos décisions se font de manière rapide et instinctive. Elles sont guidées par nos émotions et nos expériences. Très peu de décisions se font de manière rationnelle, moins de 5%. Alors, il y a des noms pour ces deux systèmes de pensée. Le rapide et l'instinctif à gauche, c'est le système one, et le rationnel, votre date d'anniversaire, vous allez la citer en quelques secondes. C'est le système one. Mais si je vous demande de la donner à l'envers, ce sera au système two d'intervenir. Et il lui faudra prendre plus de temps, plus d'efforts, ce que nous détestons en général. Pourquoi? Parce que nous avons à prendre en moyenne 35 000 décisions par jour. Chaque seconde, nous prenons des décisions plus ou moins complexes. Quand, par exemple, nous achetons un produit d'assurance, on ne va pas calculer les probabilités de risque. Quand on rentre dans un magasin, un supermarché, une épicerie ou un site de e-commerce et que nous faisons face à des milliers, des centaines de produits, il nous est impossible de faire une évaluation rationnelle de l'offre, des prix. À la place, donc, on utilise des raccourcis mentaux qui, à travers tous nos biais, conditionnent nos choix. Et ce sont ces raccourcis qui sont régis par le système one. Donc, pour résumer, 95% de nos décisions se font en autopilote, car nous n'avons pas le temps pour évaluer chacune des décisions que l'on doit prendre. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que le système one utilise 3 éléments clés dans le cadre de chacune des 35 000 décisions quotidiennes. Et que ce sont ces mêmes éléments clés que les entreprises doivent leverager pour développer de manière durable et profitable leur marque. Alors, ça nous amène aux nouveaux frameworks de stratégies de marque qui sont aujourd'hui connus dans le monde. L'un des plus connus, c'est la stratégie des 3 F, Fame, Fluency and Feeling. Alors, ce que dit le modèle est très simple. Quel que soit le sujet, vraiment, quel que soit le sujet, pour aller vite, le cerveau cherche à répondre rapidement à 3 questions. Est-ce que je connais? Est-ce que je reconnais facilement? Et est-ce que j'aime? Alors, pour commencer avec est-ce que je connais, ce qui est appelé ici le fame. Le fame, c'est la disponibilité mentale, c'est très important. Plus une marque vient facilement à l'esprit dans le contexte de prise de décision, plus le système one va la considérer comme un meilleur choix, ce qui drive automatiquement les ventes et les parts de marché. C'est pourquoi il est très important de monitorer ce qu'on appelle le top of mind, c'est-à-dire la notoriété spontanée de votre marque au sein d'une catégorie donnée. Les gens ont en effet tendance à faire confiance aux marques connues, on le sait, les marques qui sont le plus top of mind, mais faut-il encore que celles-ci soient rapidement reconnaissables. Alors pour cela, il est crucial d'intégrer la notion de fluency, ce qui nous ramène au deuxième F du framework. Alors la fluency consiste à reconnaître facilement, rapidement ce que l'on choisit, parce que notre cerveau, on imagine, a un fort biais interne en faveur du familier. Alors quelques exemples, c'est Coca-Cola qui s'est accaparé le rouge dans sa catégorie, ou Shell qui a le logo coquillage comme un asset extrêmement fort pour sa marque. De même pour les slogans, ici quelques exemples. Quand je dis just do it, on pense tous à Nike. Parce que je le vaux bien, c'est L'Oréal. J'y vais, j'y gagne, c'est Marjane. Et en effet, notre cerveau est constamment en train de scanner l'environnement pour faciliter notre vie et économiser du temps et de l'énergie. Et le plus rapide et le plus simple vous rendez en tant que marketeur la chose pour vos clients, le plus vous gagnez du terrain face à la concurrence. Donc quand le consommateur a le choix entre 2 options, celle qui est la plus rapide à traiter aura clairement un avantage. Alors cela ne passe pas seulement par les slogans ou les logos, cela passe aussi par les couleurs, par les sons, par la musique ou même par les odeurs selon les catégories.
Plus vite les clients lisent les aspects présentés à eux à une marque ou à une offre, plus ils auront tendance à la privilégier. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on rencontre beaucoup de campagnes où il n'y a pas une association naturelle entre la marque et la campagne. Beaucoup de marques qui n'ont pas une fluency et des actifs forts, ou qui ont des actifs forts mais qui ne les mettent pas en avant de manière suffisamment claire, créent une sorte de déperdition de leurs dépenses marketing et un faible ROI. Alors ici, je ne peux pas vous montrer la publicité en question ni la marque, mais on a testé pour le secteur bancaire une campagne où on a demandé, on a caché tout d'abord la marque et on a demandé quelle est, à votre avis, la banque derrière cette campagne. Et on voit que les répondants ont choisi un très grand nombre de banques. Cela veut dire que l'association de la campagne à la marque a été très diluée. Et c'est souvent parce que l'exécution cannibalise la marque. C'est-à-dire les gens se remémorent l'exécution et non pas la marque. Et ne l'associent pas donc à la bonne marque. Alors pour piloter le fame et le fluency, il est bien entendu très important de mener des études régulières appelées trackers de notoriété. Alors dans ces études, ce qu'on commence généralement à faire, toujours, c'est de demander aux répondants de nous citer toutes les marques de la catégorie qui leur viennent spontanément à l'esprit. Puis, nous pouvons tester les actifs de ces marques, qui soient des slogans, qui soient des logos ou des égéries ou tout autre élément. Il est important de les tester. Et il existe des techniques intéressantes. Par exemple, s'il s'agit des couleurs et des logos, une des techniques intéressantes consiste à tester les éléments de manière floutée pour se rapprocher des conditions réelles où les gens, en fait, n'ont qu'une fraction de seconde devant notre exécution et notre libre. Alors, fame et fluency sont clés, mais rien ne travaille ou rien ne fonctionne ici de manière isolée. Il y a aussi le troisième F, le feeling, qui rentre en jeu dans l'équation. Alors, on le sait, si une marque est connue et facilement reconnue, mais qu'elle ne suscite pas d'émotions positives, la marque va rentrer en phase de déclin. Et c'est ce qu'on a vu lors des campagnes de boycott au Maroc il y a quelques temps. À l'inverse, quand le trio notoriété, fluidité et émotion positive est fort, les parts de marché augmentent. Donc le troisième F, le feeling, est très important. Alors avant de parler plus en détail du feeling, j'aimerais vous montrer une publicité de Daler qui reste un très bon exemple de forte croissance. La marque a notamment créé un lien fort avec les consommateurs, entre autres à travers ce type de campagne très émotionnelle. من أول لحظة أول لمسة أول ضحكة أول خطوة أول Alors, on l'a vu, cette publicité ne parle absolument pas de produits. Des chercheurs se sont penchés sur la question et ont comparé différents types de publicités et leur corrélation avec les profits, les ventes, les pénétrations, les notoriétés, etc. Donc, ils ont comparé des publicités à message axé rationnel avec des publicités purement émotionnelles et des publicités qui combinent les deux. Et la conclusion est souvent que les publicités purement émotionnelles engendrent de bien plus grandes augmentations des KPI clés des marques. Un autre exemple que je vais vous montrer, c'est la publicité Le Trèfle, que peut-être certains d'entre vous connaissent, le trèfle Emma, est classé comme étant l'une des plus émotionnelles au monde. Et ce type de campagne a permis à la marque de rentrer dans un cercle vertueux où ils ont connu de fortes ruptures de stock et où les ventes ont doublé. La marque a aussi commencé à distribuer sur de nouveaux marchés en dehors de la France. Emma. Emma. Emma.
Emma. Nouveau le trèfle maxifeuille, vraiment plus large. Alors en effet, ce genre de campagne font sourire et c'est justement le but derrière les initiatives qui sont prises par les marketeurs. Alors une fois qu'on s'accorde à dire que les émotions sont extrêmement importantes, reste à comprendre lesquelles susciter et comment. En effet, aujourd'hui, face à la masse d'informations qui est traitée tous les jours et la prolifération des vidéos sur les réseaux sociaux, les individus sont atones, c'est-à-dire qu'en majorité du temps, ils expriment un état neutre, plus de 80% du temps. Donc le cerveau ne peut pas traiter autant d'informations et ne va stocker que celles qui le touchent. Donc il a été prouvé que si quelque chose nous rend heureux, le système 1 va décider que c'est une bonne option. Et c'est pour ça que la joie est l'émotion la plus importante à susciter lorsqu'il s'agit de marketing. Alors la joie seule ne crée pas un contraste émotionnel intéressant dans les campagnes. Il faut bien sûr jouer avec une palette d'émotions, mais surtout finir avec une note positive et finir avec un pic émotionnel important. Alors le pire pour une entreprise, c'est quand on ne ressent rien envers la marque, ni positive ni négative. La neutralité réduit la mémorisation, c'est prouvé. La neutralité réduit l'engagement et donc elle limite la décision d'achat. Alors comment monitorer ce KPI clé? Tout d'abord, que ce soit en pré-test ou en post-test de concept, par exemple, ou de publicité, la réponse à la simple question « Que ressentez-vous face à cette publicité ou à cette marque ?» reste un excellent proxy et reste bien meilleur que la question purement rationnelle qui consiste à demander « Qu'est-ce que vous pensez de cette marque ou cette publicité ?» qui reste très déclarative et les gens n'arrivent pas nécessairement à bien répondre à cette question par rapport à la question sur les émotions. Ensuite, on peut aller beaucoup plus loin en leverageant les travaux aujourd'hui des neurosciences, notamment du psychologue Paul Ekman, qui a consacré sa vie au sujet des émotions et a étudié le fonctionnement des émotions dans plusieurs cultures. Il a établi 7 émotions universelles qui sont clés et qui sont exprimées de la même manière, quelle que soit la culture. Alors, on peut aujourd'hui mener des tests scientifiques qui détectent ces émotions et on peut même combiner le facial coding, c'est-à-dire le tracking des émotions faciales, au eye tracking pour reconnaître les micro-expressions et les associer à un endroit spécifique de la publicité ou du concept. Donc ça, c'est très intéressant et c'est ce qu'on fait au niveau de l'agence pour pouvoir aller encore plus loin dans les tests de publicité. Et dans ce genre d'études, notre rôle, c'est vraiment d'enregistrer ce que l'être humain n'est pas capable de faire seul. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas capable de se remémorer seconde par seconde l'émotion qui est ressentie lors du visionnage de la publicité. Et l'algorithme derrière permet de décrypter les données. Donc on ressort avec des courbes émotionnelles ainsi qu'une décomposition des émotions. Alors nous avons fait aussi des tests de comparaison entre le déclaratif et l'algorithme. Et ici je vais vous montrer un petit exemple où on a réalisé un test auprès d'un échantillon de Marocains auprès desquels nous avons d'abord testé la vidéo avec un questionnaire déclaratif, j'aime, j'aime pas, pourquoi, puis via l'outil de facial coding. Donc en déclaratif, il s'avère que 2/3 des personnes affirment aimer la vidéo. Puis lors du test scientifique, lorsqu'on a enregistré avec la webcam les expressions faciales et qu'on les a décryptées, ce que vous voyez en bas sur l'axe des X, c'est les secondes, les résultats sont effarants. L'attention est certes élevée, c'est-à-dire les gens ont regardé à 98% l'ensemble de la publicité, mais l'engagement, c'est-à-dire la somme des émotions positives ou négatives, reste très très bas à 5%, bien en dessous des normes qui sont autour de 15%. On l'a dit tout à l'heure, les gens sont atones 80% du temps, donc on s'attend face à une publicité au moins à un engagement de 15%, et les 5% ici sont très bas. Et les émotions positives aussi, lors de cette publicité, ont été très basses, surtout à la fin, ce qui est encore plus problématique, parce que ça reste le moment le plus important et le plus remémoré. Donc ça, c'est un exemple de testing qui nous permet de voir vraiment comment on peut aller bien au-delà des techniques traditionnelles dans ce genre de tests, pour justement comprendre le capital émotionnel d'une marque ou d'un concept ou d'une publicité. Alors aujourd'hui, je voulais aussi vous parler d'innovation. Donc on a parlé de publicité et il faut savoir que beaucoup
d'innovations de génie ont été rejetées par les consommateurs ordinaires parce que ces derniers sont souvent réactants face à l'inconnu et rejettent le changement. Alors 80% en moyenne des innovations, que ce soit dans les produits ou dans les services, échouent. Et beaucoup pensent que si une marque ou un produit ou un service est innovant, excitant, les gens vont probablement se jeter sur lui. Donc ça, c'est ce qu'on pense lorsqu'on travaille de se jeter sur lui. Mais on passe souvent à côté d'un élément clé. Pour être adoptée, une innovation doit non seulement chercher à être originale, susciter la surprise, créer de la disruption, mais aussi, et c'est très important, créer de l'adhésion fluide et facile. Et c'est ce qu'on appelle dans le système One l'innovation fluide. C'est un mot très important, l'innovation fluide. Une grande propension à y adhérer. Donc, il faut de l'originalité, mais combinée à de la familiarité qui est comme MySpace n'est pas apparu avec un concept complètement différent de l'existant. Il y a aussi les cafetières, inspirées des anciens services de thé anglais, les premières poussettes qui ont gardé la forme et les couleurs des chaises longues de l'époque, etc. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. D'ailleurs, la majorité des innovations réussies ont souvent copié quelque chose de quelque part. Pas nécessairement au sein de la même catégorie, mais en tout cas, quelque chose de familier dans le quotidien des consommateurs. Donc, l'exercice reste subtil. Ça reste un MeToo. Et c'est un autre exemple ici, c'est la voiture hybride Toyota Prius qui a été une innovation très réussie et qui a comporté, selon les études, 80% d'éléments familiers et 20% d'éléments nouveaux. Donc ça, c'est à peu près la règle qu'il faudrait peut-être appliquer selon les différents use cases que nous connaissons pour typique de la catégorie, tout en ramenant ce côté hybride innovant. Alors, pour ce qui est du pilotage de l'innovation, chez Think One, nous reconnaissons que l'intention d'achat reste très hypothétique. Donc, demander aux gens face à un concept seulement ce qu'ils pensent et leur intention d'achat reste, dans certains cas, caduque. L'overclaim, on le sait, dans les tests déclaratifs qui sont liés aux tests de concept reste réel. Il y a quelques exemples à l'écran. Et ce overclaim, c'est-à-dire cette tendance qu'ont les gens à surestimer leurs intentions, par exemple, d'achat, doit être pris en compte. Donc, en quali comme en quanti, on préfère utiliser des questions qui intègrent des techniques projectives qui permettent des résultats plus fiables. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans les concepts présents plus de parts ou vendre ses parts. Et donc, si on ajoute à cela aussi un monitoring du temps de réponse et de la rapidité, on obtient un indicateur très fiable de la part de marché potentiel. Et beaucoup d'études ont prouvé que ce type d'indicateur est très corrélé à la performance réelle post-lancement de ces concepts. Alors, pour finir, je tiens à rappeler que être capable de se remémorer facilement quelque chose ou une expérience, c'est bien. Mais si on n'a pas d'émotion associée, on ne sera pas capable de prendre une décision en faveur ou défaveur. Mais de même, si l'émotion seule ne suffit pas, il faut que le cerveau soit capable de reconnaître rapidement de quoi il s'agit. Donc, un exemple sur le maillot, vous aurez beau être le plus grand fan de l'équipe, vous ne saurez pas quand applaudir et quand siffler. Donc, aucun des 3 F ne se suffit à lui-même. Il est très important de les monitorer en parallèle pour un pilotage de marque réussi. Donc, si j'aimerais vous laisser avec un seul message, c'est que la grande majorité des décisions de vos clients sont rapides et instinctives, construites à travers les émotions et les expériences. Donc, leverager et monitorer ces 3 F et utiliser le système One reste un vrai avantage concurrentiel
et le sera encore plus dans le monde de demain où les gens sont encore plus bombardés de communication et de messages marques. Voilà, merci beaucoup.